Un jour, Cyril lui avait confié ce penchant. « Quoi » avait alors rétorqué Marvillez goguenard. « Vous, la pompe monarchique, les vestiges du pouvoir absolu ?» Il avait éclaté d'un grand rire qui n'était pas le sien. « Mon pauvre ami, avait-elle soupiré, tu n'y es absolument pas. Où le vois-tu, le plus prestigieux des symboles républicains? Aurais-tu oublié le transfert du gouvernement au temps de la Commune? Décidément, tu ne comprends rien. Quant à moi, je te suis bien étrangère. » Sa voix avait faibli. Mais que signifiait donc ce tremblement de son regard, comme l'émergence d'une réalité jusque-là hors d'atteinte? « Qu'importe, je me moque de tout cela, avait-elle poursuivi. Ce que j'aime à Versailles, ce sont ces promenades, ces jardins, comme un écho de cet univers méconnu, stupide mâle que vous êtes, de la féminité. Et si j'aime Trianon, ce n'est pas en vertu de la croyance selon laquelle le fantôme d'une reine s'y cache. » Combien de fois l'avait-il entendu pester de la sorte, convaincu qu'elle était de la supériorité d'un sexe doté d'une intelligence intuitive, capable de percevoir les formes de résistance que pouvait prendre le monde et se prémunir ainsi contre des luttes vaines et stériles. Fanatique, rigide, intransigeant, tel était le registre des adjectifs qu'elle utilisait généralement pour se plaindre du comportement masculin, se mettant à basculer en privé dans d'inhabituels accès de fureur. Et ils prétendent que l'esprit est leur avantage? Je vais te le dire, ils ont raison d'en profiter. Nous sommes bien trop dociles. Quand elle se plaignait ainsi devant Marvillez, comme s'il ne faisait pas partie de l'autre moitié de l'humanité, sans doute se défoulait-elle de tous les moments où elle devait se contrôler. Mais lorsqu'elle s'arrogeait cette étrangeté, imperméable à son entendement, elle se trompait, car le statut d'étranger était bien le sien, à lui seul. C'était lui l'authentique allogène dans toute cette affaire, et cela n'avait rien à voir avec l'appartenance sexuelle. Ce qu'il n'avait jamais confessé, choisissant de s'abriter derrière la nébuleuse méditerranéenne que l'on invoquait pour expliquer une attitude peu commune sous ces froides contrées, modeste et comme trop effacée. Ce Marvillez, que sait-on au juste? Est-ce vraiment son nom? C'est qu'il était avant tout un enfant des lointaines contrées de l'Empire, qu'il avait connu les terrains en friche des abords d'Alger, et que s'il n'avait jamais pu y jouer en raison de la maladie qui l'en avait empêché, ses mains avaient frotté les pigments rouges de la terre de Bellecour, de la Bassetta ou de la Cantera, où les gamins aimaient se rouler et se battre. Incapable de disserter sur l'origine de ces toponymes aux accents espagnols, sardes ou maltais, il était avant tout lui-même le résultat de cette latinité décalée, rejetée de l'autre côté du Mare Nostrum, et sur laquelle, mettant en doute le réel intérêt des commanditaires de ses portraits, il se garderait toujours de lever le voile. Depuis l'instant où, bien après leur rencontre, il avait emménagé dans la chambre de bonne, d'où il pouvait contempler dans le ciel l'étagement des toitures, les rangées de leurs cheminées d'argile droites sous leurs chapeaux de guerriers chinois, c'est à la tombée de la nuit que Cyril avait pris l'habitude de venir le retrouver. Le moment idéal pour un angoissé que le basculement du jour, phase suprême de l'incertitude, met dans tous ses états. Le vacarme alors s'estompait, et puis, progressivement, c'étaient d'autres bruits plus distincts qui prenaient le relais. Sans savoir pourquoi, il l'attendait avec fébrilité, surtout les derniers temps. Peut-être parce que le nid qui lui servait de domicile avait fini par se couper du monde pour flotter dans un ciel propice à d'interminables spéculations. Peu avant le jour du rendez-vous manqué de Versailles, il s'était dit que jamais il ne serait plus seul qu'alors. Il était comme celui qui a tout perdu, de sorte qu'elle lui apparaissait telle la corde lancée au malheureux qui se balance dans le vide,
et regarde tout en haut la cime des arbres remuée par le vent. Je parle d'elle à l'imparfait, se dit-il, glissant sur le pavé et resserrant les pans de son vieux par-dessus. Comme si tout ce qui nous avait unis n'avait jamais eu lieu. Quelle importance! Ce qui n'est plus n'est pas. C'est avec cette idée que j'ai survécu. Les souvenirs sont une pile de dettes que l'on ne paiera jamais. Avec elle, j'ai cru un moment saisir le bonheur, l'ivresse des sommets, un plaisir dont on voudrait ne jamais se rassasier. Mais la vérité la plus crue, c'est que je n'y croyais pas. Je ne l'aime pas. Je ne l'ai jamais aimé. Il eut un rictus comme si cet aveu le déshonorait, comme s'il traduisait à la fois le dépit, les prémices d'un auto-reniement, la reconnaissance d'une motivation dont il n'avait pas à se flatter. Mais leur aventure n'avait-elle pas été avant tout un jeu de connivence, un besoin commun de déranger? Pour la marquise de Chaudfontaine, l'amertume engendrée par la marche du temps devait être déjouée au prix d'une exaltation immodérée des sens. Elle suivait avec assiduité les implications de ce principe auquel venait s'ajouter un penchant non moins naturel pour le scandale. Les vieilles barbes fuyaient devant les confessions de cette nymphe folle, prompte à saccager la réputation de sa caste et le respect dû à son sexe. « Je vous fiche mon billet que le siècle prochain sera nôtre. Comme nôtre enfin, ce corps, libre de toute prédestination, clamait-elle à qui voulait l'entendre. Le temps d'une soirée, à la lueur d'une fête clandestine, elle se plaisait à attirer sur elle les attentions, soignant le dessin de ses courbes, laissant ruisseler autour de sa taille un flot d'étoffes et de dentelles, découvrant sur son passage des pans de chair nacrée. Elle paradait au bras d'une langoureuse amie, une bacchante triste au front couvert de fleurs, quelque saphique mâle sentant le cuir de Russie, ou la poétesse du moment, évanescente, toujours constellée de bijoux. Elle passait ainsi au milieu des salons, élégante comme un grand oiseau qui replie ses ailes et plonge depuis les hauteurs sur le monde un regard étincelant. Une goutte de mandarine au bord de la paupière est-elle une dragonne? Tu lances le feu, ma belle.